Donc, je vais lire le. Bon, c'est un roman policier, donc il y a quand même une énigme. Donc, je peux lire que le début. Donc, qui est géolocalisé d'ailleurs. Je sais pas. En temps normal, la baignade était interdite. Il y avait les lâchers du barrage. L'eau pouvait monter brusquement et dans les endroits escarpés, des gens se retrouvaient parfois piégés. Mais avec mes copains Jean-Paul Delmas et Frédéric Lavial, on faisait bien ce qu'on voulait. On adorait, à faible débit, s'allonger dans le dévers de la retenue et sentir l'eau nous masser les épaules. On pouvait même se mettre à l'horizontale et la pression nous tannait la peau, nous écrasait les os. On sortait de là complètement lessivé, hébété, lavé de tout. La veille, ce vendredi de fin août, tous les trois, on avait pris nos vélos pour venir voir la rivière. C'était assourdissant. La nuit précédente, de violents orages avaient sévi sur toute la région. Des trompes d'eau gorgeant les affluents de la Vézère et engorgeant les lacs de Viam et celui des Barrios obligeaient EDF à lâcher le maximum de débit. Je n'avais jamais vu une telle hauteur d'eau. Elle était boueuse et exhalait une odeur de bois pourri, de terre emportée et d'humus. La Vézère était en crue. En aval du barrage de Trégnac, il y avait cette petite retenue et son canal d'irrigation. De la route, on ne voyait qu'une grosse vague, de l'écume. Mais si on s'approchait, si on descendait le long du ravin, si on se plaçait au niveau de l'eau, alors là, on pouvait ressentir la puissance de la rivière. Le tumulte grondait. La retenue créait une vague en rouleau qui devait faire 1 ou 2 mètres de diamètre. Je voyais des bidons, des troncs et des branches d'arbres, des amoncellements de déchets divers jonchés de plastique et de lambeaux de tissus multicolores. Tout ça venait se faire prendre dans le rouleau, rester quelques secondes invisible sous l'écume et s'expulser quelques mètres plus loin dans un dénivelé de rochers où les moins solides de ces éléments se disloquaient pour se reformer, s'agglomérer dans de puissants contre-courants. J'étais en slip de bain au bord de la rivière, une dizaine de mètres en contrebas de la route. Je tremblais de peur, de froid et j'étais fasciné. Avec mes 2 amis, on était sur la rive, à côté de notre petite retenue. On avait amené une chambre à air et un gonfleur à pied que j'avais pris dans le garage de mon père. J'avais terriblement envie de me jeter dans le courant. Il suffisait de bien s'accrocher à la bouée, ce n'était que de l'eau. On serait certainement secoué, mais une dizaine de mètres en aval, la rivière se calmait. Je ne voyais aucun danger. Après le rouleau, il y avait des rochers et tellement d'eau. On passerait largement au-dessus. Mais mes 2 copains avaient la trouille. Pire, ils m'avaient refilé leur trouille. Alors on s'est rhabillés, j'étais en colère. Au retour, j'ai pédalé comme un malade sans les attendre. Je ne les ai d'ailleurs jamais revus. Je me demande parfois s'ils ont seulement existé. Le lendemain, j'y retournais seul, sans chambre à air et sans gonfleur à pied. Le niveau d'eau avait baissé. Il n'y avait là plus aucun nuage et un soleil sauvage irradiait la vallée. J'étais donc là, en slip, ébahi par cette puissance. Je me plaçais une dizaine de mètres en amont. À 1,50 m, un amas de rochers affleurait. Je m'aspergeais la nuque et le torse et pénétrais dans l'eau sombre. Le courant était puissant, mais je parvins, en me mouillant jusqu'à la ceinture, à atteindre sans difficulté les cailloux. En grimpant, je me blessais aux pieds et regrettais immédiatement de ne pas avoir gardé mes chaussures. Un filet de sang apparut entre mes orteils. Je me levai en équilibre et regardais l'eau disparaître dans le rouleau. Le bruit était trop fort, un vacarme de machine à laver géante. Je n'entendais rien, mais je le vis, un homme, torse nu sur l'autre berge, à une dizaine de mètres en aval de la vague. Je ne le connaissais pas et il semblait crier. Il leva le bras et désigna quelque chose dans mon dos. Je me souviens à ce moment-là avoir eu subitement très peur, puis m'être retourné et avoir vu ce tronc aux branches sectionnées heurter violemment mon frêle promontoire et me faire perdre l'équilibre. Je tombais à la renverse sur le tronc et mes derniers souvenirs sont l'eau boueuse me submergeant, un mur d'écume droit et un goût mélangé de bois et d'eau terreuse dans la bouche. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Ce roman se situe vers la Vézère et puis nous revenons en Haute-Vienne. Et
une histoire. En fait, le personnage principal est rappelé à son passé de manière assez brutale à l'occasion d'un procès qui ressurgit. Et il est confronté à une enfance douloureuse et qui a laissé quelques traces sur lui et en lui. Et la dimension sociologique vient du fait que votre personnage est un veilleur de nuit dans un institut spécialisé pour jeunes en grande difficulté, et le personnage a de grandes conversations avec les jeunes de ce centre, et notamment un personnage, Ouria, très beau et intéressant. On n'en dira pas plus. Simplement, vous vivez à Marseille, Oui. Vous ne connaissiez pas le Limousin. Très peu. Quelle mouche vous a piqué? C'est assez compliqué l'histoire. En fait, au départ, moi je fais ce travail de veilleur de nuit, donc de ce personnage, et je trouvais que c'était une atmosphère propice à écrire un roman d'angoisse, un roman noir, un roman de... Pourquoi? Parce qu'on est toujours sans cesse confronté à l'angoisse des jeunes. Les jeunes, ça va de 3 ans à 21 ans, les jeunes qui sont placés en foyer, voilà. Et là où je travaille, c'est à Aubagne, donc. Et c'est dans la forêt, c'est un peu comme... c'est dans la forêt, mais c'est pas du tout la même forêt, quoi. Et le roman s'était mis en place, la construction, c'était assez long, c'est 1 an pour trouver vraiment la construction, la dynamique, la mécanique. Ouais. Et donc j'ai commencé à l'écrire. Et puis j'ai arrêté au milieu à peu près. Et je l'écrivais je le publiais sur un site internet de partage d'écriture, comme ça, je n'avais même pas la vocation d'en faire un livre. Et presque 2 ans plus tard, donc Cyril, qui est l'éditeur qui habite à Aurillac, donc m'a appelé en me disant qu'il voulait monter une maison d'édition de romans noirs en Creuse. Il m'a appelé, il m'a demandé ce que j'avais fait du texte. Moi, j'ai dit, oh, je n'ai même pas arrêté, j'en suis à la moitié, j'ai arrêté. Et il m'a dit, moi, je pense que ça serait bien, que j'aimais bien, parce que c'est une bonne mécanique qui se mettait en place, je crois, au départ. Quoi. Il m'a dit, j'aimais bien, ça me plairait qu'on travaille ensemble, mais il me dit, ça serait bien que ça se passe dans le Limousin. Ça démystifie un peu le truc. Je ne crois pas que ça démystifie, parce que du coup, vous êtes venu en Limousin. Je suis venu, oui. Alors, il m'a invité, je ne l'avais jamais rencontré. Hein. Oui. Il m'a dit, il me disait, vous pouvez venir chez moi. Donc je suis allé avec mon fils d'ailleurs. J'ai passé 1 semaine, oui, chez lui. Alors, il ne connaissait pas la fin du livre. Hein. Il ne connaissait pas la fin, mais... Et c'est là que j'ai passé 1 semaine. Bon, après, je suis revenu, mais grâce au livre. Chaque fois que je reviens, c'est grâce au livre, en fait. Là, je reviens, après je vais au Buisson. La dernière fois, c'était à Limoges, au Salon du Livre, il y a 2 ans, je crois. Et entre-temps, je suis revenu... Ah oui, pour faire les corrections, tout ça. Donc, en fait, chaque fois que je viens ici, c'est par rapport au livre, et je ne me souviens plus de la question. Oui, la question, moi, je n'ai pas l'impression que ça démystifie. Certes, c'était peut-être une commande quelque part, mais vous m'avez aussi expliqué que ça vous avait fait beaucoup de bien, bien sûr. de transposer cette histoire, que ça avait ouvert des portes et que... Oui, parce qu'en fait, j'avais arrêté parce que je tournais un peu en rond en ayant situé mon histoire. En fait, dans l'histoire, il y a 2 lieux presque. Au départ, tout devait se passer la nuit. Je voulais que tout se passe la nuit, qu'il n'y ait aucune scène de jour. Et puis bon, après, ça tournait à l'exercice et j'étais obligé parce qu'il y a des scènes de jour, quoi, de les resituer. Ça devenait un peu... Bon, j'aimais pas trop. Donc, je situais une partie à Aubagne, une partie à Marseille. Mais j'arrivais pas... ça allait pas parce qu'il n'y avait pas de... À Marseille, c'est trop bruyant, il n'y a pas d'intimité, j'arrivais pas à créer un personnage vraiment, quoi. Il avait des situations angoissantes la nuit, il retrouvait les mêmes situations angoissantes le jour, ça allait pas. Et en arrivant donc à la semaine que j'ai passée chez mon éditeur, après,
Alors je me suis dit, bon, mais il y a qu'à prendre le lieu, situer le foyer dans la forêt, trouver une rivière, puisque il fallait qu'il y ait une rivière, une ville, c'était... Et là, enfin, tout devenait beaucoup plus simple parce qu'il n'y a que ça. En fait, il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a énormément de forêts. En plus, mon héros a un passé de bûcheron. Ce qui était déjà le cas dans la première version. Et donc, il y avait tout. Des rivières, il y en avait de partout. Alors ça, c'est fabuleux. Parce qu'en fait, moi, j'adore ça parce que j'ai fait beaucoup de canoë dans ma jeunesse, de canoë-kayak. J'en ai fait pendant 20 ans. C'était tout. Et puis là, je retrouve des rivières que je connaissais que de nom. Quand j'étais gamin, on parlait de la Vézère parce que c'est une course assez importante. Alors là, je l'ai vu, il y avait d'autres rivières. Il y a des résurgences d'eau de partout. Et puis il y a tout. Il y a des étangs, des rivières, des lacs. Et encore, j'ai pas tout vu. Et j'avais repéré. Alors il me fallait un barrage. Il me fallait un barrage et un endroit d'où. Et alors je suis allé donc à Trégnac et j'ai trouvé cet endroit. Au départ, je suis allé à un autre endroit qui s'appelait le Rocher aux Fées, avec une légende. Alors je me suis dit, tiens, je pourrais inclure la légende, justement, pour. Et puis non, ça ne convenait pas. Et après, j'ai trouvé ce petit barrage et le lieu m'a convenu à merveille. Mais il y avait vraiment une différence entre la région, donc le Limousin, surtout là où il habite, à Aurillac, qui est vraiment un endroit, c'est perdu, quoi. Et avec une... Enfin, je pouvais en venir directement aux faits. Je n'avais pas besoin de parler des voisins, je n'avais pas besoin de parler des bouchons, je n'avais pas besoin de parler de toutes sortes de problèmes qu'on a en ville, quoi. Ça devenait beaucoup plus fluide. Il pouvait habiter tout seul et voir personne, c'était possible. Alors qu'à Marseille, c'est absolument impossible. Non, mais... Donc c'est vrai que ça a dynamisé ça l'a rendu plus facile. Ouais. Et je crois que vous êtes baladé en une semaine, c'est court, mais vous êtes bien imprégné quand même de la région. C'est ce que vous me disiez. Alors. Ah oui, mais parce que, si vous voulez, bon après moi j'ai une enfance, je suis originaire de l'Ardèche, comme une enfance rurale, mais bon, moi je vois une forêt, j'imagine plein de choses. Et là, il y avait vraiment beaucoup de forêts, des rivières, Oui, j'avais l'impression de... tout ça est très fantasmé, parce qu'en fait, je connais rien. Oui, mais... Je connais 2-3 lieux, je me suis intéressé à 2-3 choses quand même. Mais j'ai l'impression... Je suis arrivé à penser que je connais très très bien la Creuse. Ouais. D'accord. Mais c'est amusant ce que vous dites. Quelque part, il y a une résonance entre cette Ardèche qui... Voilà, il y a eu comme un retour aux sources via le Limousin vers un territoire qui vous est propre, où il y avait aussi plein d'eau, enfin voilà, le canoë-kayak, etc. Donc en fait, le Limousin vous a renvoyé aussi à des choses qui vous inspiraient peut-être de manière plus profonde qu'une simple découverte d'un lieu qu'on ne connaît pas, finalement. C'est ce que vous me dites un peu, enfin il me semble. Il y a de ça, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais même par rapport à l'Ardèche, qui est quand même rural, sauvage, ça reste, c'est mieux ici. Parce qu'il y a vraiment... la forêt, par exemple, c'est partout, c'est très présent, c'est très opaque. Il y a les... Je me rappelle, alors à un moment, j'ai décrit un trajet. Et je me disais, mon héros fait toujours le même trajet. Je me dis, est-ce qu'il croise des gens le matin, le soir? C'est une question que je me suis posée très longtemps. Alors j'imaginais qu'il pouvait croiser un tracteur, des gens qui partaient au travail, qui partaient au travail, qui n'avaient pas la tête. Et lui, il revient du travail. Et pourquoi je dis ça? Et oui, et donc j'aimais bien parce que les routes, c'est entre des murs de forêt comme ça. Ça, on le trouve pas en Ardèche du tout. Et il y a quelque chose ça fait une présence puissante. Et le foyer, c'est dans une clairière. Et c'était vraiment le lieu idéal, je trouve, par ici, pour situer ce foyer dans une clairière où on peut imaginer que les enfants ne vont pas fuguer parce qu'il y a une forêt tout de suite, ils ne vont pas partir.
Et on peut imaginer qu'il y a énormément de dangers. Dès qu'on passe la lisière, ça m'a plu énormément. Ça me rendait les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus... Voilà. En fait, ce que vous nous expliquez un peu, c'est que l'imaginaire a besoin de trouver une crédibilité. Parce que vous disiez, tant qu'il y avait la ville, mon personnage ne pouvait pas être solitaire. Donc, les nécessités de votre récit ne trouvaient pas d'emprise dans le réel pour trouver sa crédibilité. Et vous l'avez trouvé ici. C'est ce que je comprends. Oui, mais c'est ça, oui, c'est ça que j'ai voulu dire. Et par rapport au dépaysement aussi, puisque du coup, on est dans la situation presque inversée de ces autres auteurs qui sont d'ici, donc peut-être pas tellement dépaysés. Vous avez été sans doute un peu dépaysé. Vous n'étiez plus chez vous, vous étiez emmené ailleurs pour écrire le roman en Limousin. Et est-ce que c'est nourrissant aussi pour l'écriture? Donc c'est presque la proposition inversée, c'est-à-dire d'une part vous avez l'enracinement qui vous nourrit et le dépaysement, peut-être dans votre cas, qui l'a fait aussi. Est-ce le cas? Oui. Mais j'ai quand même écrit à Marseille. D'accord. J'ai vraiment écrit et non, je sais pas en fait. Oui. En fait, je sais pas trop. En fait, j'ai pas réfléchi à ces questions. C'est pas grave. Je vais y réfléchir. Alors, merci beaucoup. Nous allons avoir maintenant un petit dialogue avec Mathieu Riboulet. Mathieu Riboulet, qui est donc de la région, puisqu'il vit, vous vivez à 50% de votre vie entre les environs d'Aubusson et Paris. Votre famille était creusoise et est partie vivre à Paris après la guerre, me disiez-vous. Vous êtes né en région parisienne. En revanche, vous avez opéré une sorte de retour aux sources en venant vous installer un petit peu, en grande partie en Limousin. Vous êtes l'auteur de 9 romans, parus chez Gallimard, parus chez Nadeau et parus pour les dernières en date chez Verdier, à savoir Avec Bastien en 2010 et L'Amant des morts, quelques années avant, je me souviens plus. 2008. Et donc vous aussi, vos récits tissent des liens avec le Limousin. Est-ce que vous voulez bien nous lire un passage? Donc j'ai choisi un bref passage d'Avec Bastien qui se passe dans la Haute-Corrèze, à quelques encablures de la Creuse, et qui remet qui met le cadre en place, quoi. Bong, Corrèze, pour que vous vous fassiez une idée, 2 feux en tout et pour tout, 7 âmes. Bâti à mi-pente incliné au sud, à 850 mètres d'altitude, en face du puits du Varéron, lui-même à 915. Mairie, école, église, cimetière à Lamazière Haute, environ 8 km plus au sud, ravitaillement à 15 km, supermarché à 30. Au-dessus du hameau, sur la ligne de crête puis sur le versant nord de la colline, c'est la Creuse, avec à 4 ou 5 km Pralon, où vivait l'aïeul dont Bastien porte bonnets et jupons. L'air est pur, le vent souffle et la vue se dégage. À l'est, la chaîne des volcans d'Auvergne et le massif du Sancy, au sud-est, le plomb du Cantal, 3 grandes masses qu'au matin, quand le soleil se lève, on croit pouvoir toucher, saisir entre ses doigts, déplacer pour voir ce qu'elles cachent. À l'ouest, moins spectaculaire, sans doute plus mystérieux, le plateau de Millevaches. Au sud, la pente dévale sans interruption jusqu'à la vallée de la Dordogne. Entre celle-ci et Bong, le grand axe est-ouest traversant, qui, depuis des siècles, permet, depuis le Rhône, donc les Alpes, la Suisse et l'Allemagne, et par Clermont, Brive, Périgueux, de gagner la riche Aquitaine, l'Atlantique, l'Espagne. Sans un regard pour les bourgades égrenées le long de la route, auxquelles le trafic avait donné naissance et raison d'être, puisqu'il s'écoule désormais sur une somptueuse autoroute qui fait de ce parcours autrefois long, pénible, dangereux, une simple formalité payante. Et sans une pensée pour les hameaux tapis au fond des gorges ou perchés sur le rebord du plateau, habitués de longue date à ne compter que sur eux-mêmes. Ce n'est parfois pas de la tarte, la vie à Bong, mais Alice ne s'en apercevrait qu'une fois seule, Christophe, Emmanuel et Bastien partis et Martin mort. Ils avaient voulu vivre là, s'aimer là, avoir leurs enfants là, les y élever, en dépit d'un certain isolement, de la longueur des trajets pour aller travailler, de toutes sortes d'inconvénients, dont pas un n'était parvenu à prendre le pas sur les avantages qu'ils étaient venus chercher,
l'espace, le silence, la possibilité de se concentrer, la liberté du mouvement, de la pensée comme du corps, pour eux et pour les enfants. Merci beaucoup pour cette lecture. On va peut-être un petit peu résumer, en tout cas, les derniers livres. Donc, Avec Bastien est un roman dont le héros est Bastien, que l'on découvre au travers du regard d'un narrateur dont on ne sait quasiment rien, si ce n'est qu'il est fasciné par ce jeune homme, peut-être amoureux, qu'il voit régulièrement dans des films pornographiques. Et il imagine sa vie. Il est régisseur de théâtre, il est passionné d'escalade et il est originaire de la Corrèze. Et donc on a ce regard porté sur ce jeune garçon. Et dans L'Amant des morts, le personnage Jérôme Alera a grandi en Creuse. Donc on a un grand passage sur la façon dont il se constitue. Et puis il part à Paris vivre sa vie. Et là, une des préoccupations de tous les jeunes gens, c'est bien l'amour. Et il se consacre à cette passion. Malheureusement, dans les années SIDA, ce qui l'amène à découvrir la mort, la maladie, et son amour prend un tour compassionnel, peut-être même mystique. Enfin, il y a une grandeur qui s'inscrit dans son amour, et c'est une très très belle histoire. Donc, vous aussi, donc... Une sorte d'intervention divine. Voilà. Et ces jeunes gens ont grandi, l'un en Corrèze, l'autre en Creuse. Vos personnages partent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intrinsèquement attachés au Limousin en l'occurrence. Ils vont vers d'autres horizons, Paris, où ils vivent leur vie. Mais ce qui est étonnant, c'est dans les autres lieux que vous évoquez, il va rue de Liège, il va au Père-Lachaise. Il n'y a pas de description, ni de... Voilà. En revanche, quand vous ramenez votre personnage en Limousin, alors là, vous épousez la nature avec lui, et il y a une force littéraire qui se développe à ce moment-là, qui sont signes que ce territoire est pour vous très inspirant, et peut-être aussi, est-ce que vous imaginez un roman un jour sans ce territoire? Et surtout, oui, il y a le regard de la source, par exemple, qui se passe ailleurs, mais c'est un thème extrêmement fort de votre écriture. Comment ça se tisse? Est-ce indispensable pour vous? Est-ce que c'est... C'est très difficile de répondre à cette question. Oui, c'est sûrement indispensable. La preuve, c'est qu'en tout cas, la régularité et la force avec laquelle ça revient me laisse penser que ça a quelque chose d'assez important, en tout cas. Indispensable pour tous les textes où il en est question, ça c'est sûr. Pour juste intervenir très brièvement sur ce que vous disiez sur les différences entre les descriptions, juste la désignation finalement d'un certain nombre de lieux à Paris et la précision des descriptions qui concernent le Limousin. Ça, je pense que c'est vraiment tout à fait dû au fait que pour moi, Paris et un certain nombre de grandes villes comme ça sont des villes qui ont été souvent tout à fait magnifiquement pris en charge par la littérature déjà. Et donc pour tout un chacun, lecteur, même s'il n'est pas de Paris, il a une image qui est déjà constituée. Et au fond, c'est comme si je me disais que moi, j'avais pas, mon travail, c'était pas ça. En revanche, je sais que sur les territoires que je décris, en l'occurrence la Bongue en Haute-Corrèze ou que ce soit dans le sud creusois, je sais que la littérature, elle est bien moindre et que dans l'imaginaire d'un lecteur anonyme, c'est probablement le néant qui peut mettre en face du nom de Bongue ou du nom de Haute-Corrèze même. Donc je mets mon énergie et ma force à décrire ça, quoi, parce qu'il me semble que ça n'a, voilà, au fond que c'est mon travail d'une certaine manière. C'est ça que vous avez envie de partager. C'est à moi de faire ça, et en plus je ne le fais pas comme ça gratuitement, bien sûr. J'essaye toujours de faire en sorte, comme vous l'avez rappelé, que
les lieux en question soient vraiment le creuset et au fond l'essence, le résumé des personnages qui en sont issus et qui va être absolument déterminant pour leur trajectoire et pour leur façon d'être au monde, quoi. Voilà. Même s'ils quittent ces lieux, en effet, dans, je crois, tous mes livres, aucun personnage ne reste. Mais ça, c'est tout simplement le reflet d'une réalité économique qui fait que, en gros, quand même, majoritairement, les Limousins vont travailler ailleurs depuis déjà un bon moment, quoi. Donc je ne fais que reprendre cette donnée qui fait que, surtout quand on a 15 ou 20 ans, je pense qu'une des seules choses qu'il y a à l'horizon, c'est de pouvoir aller prendre l'air, hein. Quitte à revenir, évidemment, hein, c'est pas du mépris pour la région, c'est simplement que c'est pas possible d'être seulement ici. Oui, oui, on sent bien. Enfin, c'est pas que des raisons économiques. D'ailleurs, Jérôme, on entend. Je sais pas s'il travaille. Enfin. Non, dans le cadre, non, mais il y a un processus économique d'une manière générale. Dans le cadre de Jérôme et de Bastien, à des processus, enfin, à des impératifs économiques s'ajoutent des impératifs sexuels. Tout simplement, parce qu'ils sont homosexuels et que vivre de manière à peu près épanouie son homosexualité, en France en général d'ailleurs, nécessite d'être plutôt à Paris, disons, c'est mieux, c'est plus facile, qu'à fortiori d'être en Haute-Corrèze, oui, ça c'est sûr. Enfin, on sent que c'est une force aussi qui les emporte. On a l'impression que ce Limousin, où revient d'ailleurs, je mélange un peu dans ma tête Bastien, il revient à lui. Et c'est vraiment un enracinement, quoi. C'est une part de leur personnalité, c'est ce qu'on ressent. Oui, oui, mais c'est surtout vrai pour le personnage de Bastien, parce que pour une fois, contrairement à ce qui se passe dans la plupart de mes livres, le parcours d'enfance et le parcours familial du personnage est un parcours heureux. Et donc, sa famille est un élément structurant de sa vie, et l'endroit où il est né, et l'endroit où il a vécu, et l'endroit où ses parents l'ont laissé se développer exactement comme il l'entendait, est un élément très structurant pour lui. Donc, bien sûr, cet élément-là, il aura besoin de revenir toujours s'y confronter ou s'y nourrir de nouveau avant de repartir. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans le cas de Jérôme dans L'Amant des Morts, puisque le parcours de l'enfance et de l'adolescence est complètement délétère. Et là, évidemment, partir, ça signifie fermer la porte là-dessus, quoi. Donc le rapport au lieu n'est pas exactement le même. Disons que dans L'Amant des Morts, le lieu, il est déterminant finalement davantage dans l'histoire des parents de Jérôme, et donc dans son enfance, et donc dans le fait qu'il vienne au monde à cet endroit-là. Mais pour lui, c'est plus un danger qu'autre chose, quoi. C'est pour ça que, je m'arrête, mais qu'il y avait aussi pour moi une histoire de diptyque, comme le disait Christophe à propos de ces deux livres. Il y a vraiment pour moi entre L'Amant des Morts et Avec Bastien, c'est vraiment les deux versants d'un même paysage, et l'un, disons, à l'ombre et l'autre au soleil, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, une question qui peut paraître peut-être indiscrète, mais vous allez peut-être pouvoir me répondre quand même. Quand vous travaillez, quand vous êtes en Creuse, est-ce que c'est là que vous écrivez? Enfin, dans notre imaginaire, on se dit, bon, l'écrivain va être plus protégé en Creuse, ou est-ce que ce n'est pas le cas du tout? Non, l'imaginaire fonctionne très bien. Moi, enfin, en tout cas pour moi, oui, non, je ne travaille vraiment bien qu'ici, oui. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça faisait très longtemps que je pensais écrire. J'avais déjà fait plusieurs tentatives, et puis bon, c'est plus ou moins avorté. Et le moment où je suis venu m'installer ici, parce que de 92 à 2002 environ, j'ai vraiment vécu ici tout le temps, ça a vraiment correspondu, ça a été la clé pour moi de la mise au travail de l'écriture. Je ne peux pas dire, évidemment, je ne vais pas refaire l'histoire a posteriori, je ne sais pas ce qui se serait passé si j'étais resté à Paris, peut-être que j'aurais quand même écrit, j'en sais rien. Mais ce qui est évident, c'est que cette envie que j'ai eue de revenir, de venir ici et d'y vivre, je devais avoir plus ou moins consciemment dans la tête cette idée de réessayer en tout cas le travail de l'écriture, et que cette fois-ci ça a fonctionné. Du coup pour moi c'est incroyablement lié
à la Creuse. Et donc je peux très bien, si j'ai un texte qui est en cours, je peux très bien écrire ailleurs, mais c'est quand même là que ça fonctionne le mieux. Et c'est là où, enfin, c'est quand même en Creuse que le travail finalement d'avant l'écriture, c'est-à-dire toute la rumination, se fait le mieux. Est-ce que c'est lié à un enracinement, ou est-ce que, peut-être les deux d'ailleurs, ou est-ce que c'est lié aussi à une protection, c'est-à-dire quand on n'est pas à Paris, il y a des sollicitations qui ne sont plus là, il y a tout un environnement assez énergique dont on est protégé. Est-ce que Oui, c'est ça. C'est les deux, effectivement. Bon, il y a l'enracinement, il y a le fait que je sais que c'est pour moi un endroit d'enfance, un endroit d'initiation, d'expérience et de mystère que j'ai pas encore tous mis au jour, quoi. Donc je sais bien que il faudra toujours que je revienne là. Donc déjà le fait d'être sur place accentue finalement la proximité avec ces mystères-là, d'une part. Et puis d'autre part, bien évidemment, la situation de retrait, tout simplement de calme, de solitude extrême, sont évidemment déterminantes, quoi, pour la mise au travail. Alors, vous avez un roman, Le regard de la source, où votre personnage est en situation de résidence d'écriture dans une région Rhône-Alpes, je crois. Voilà. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et est-ce que c'est une situation que vous avez vécue? Alors, ma question, elle est la suivante. On revient à la question du dépaysement, puisqu'on a été très géolocalisé. Est-ce que le dépaysement nourrit aussi l'écriture? Sûrement, oui, à condition que sans doute, à condition que le lieu dans lequel on se dépayse soit aussi puissant et aussi porteur de possibilités de fiction que celui qu'on quitte, quoi. Ce qui était le cas de cette résidence d'écriture, puisque j'ai bénéficié donc d'une résidence d'écriture pendant 1 mois dans un monastère des Alpes maritimes, donc entre Nice et le col de Tende. Et donc dans un minuscule village complètement perché, invraisemblablement isolé, pareil, et donc dans un monastère, enfin dans un ancien monastère, dans une cellule, enfin bon, c'est quand même la totale. on peut difficilement être plus, confronté plus brutalement comme ça. Et en plus, j'étais là pour écrire un texte qu'on m'avait commandé, ce qui était la première fois de ma vie. Donc je faisais pour la première fois de ma vie l'expérience d'une commande et l'expérience d'une résidence d'écriture. Donc les 4 ou 5 premiers jours, pour moi, étaient un cauchemar absolu. Et puis après, ça a été tout à fait bien. Et ça a été bien au point que l'année d'après, ça a donné naissance à ce texte qui s'appelle Le regard de la source et qui est le récit de ce séjour. Le texte qui est sorti, c'est pas le texte de la commande? Non. Voilà. Non, le texte de la commande, c'était pour France Culture, donc il n'a pas été publié. Bon. Mais du coup, j'avais une question sur le... Oui, en fait, en tout cas, dans Le regard de la source, certes, le personnage est dépaysé, mais certes, ce dépaysement l'amène au contraire à se replonger en lui-même et son vécu, son enfance. Donc peut-être ailleurs, autour de lui, c'est différent, mais au fond, l'avoir emmené ailleurs, c'est l'avoir emmené en face de lui-même. Oui, tout à fait. Mais parce qu'au fond, je pense il se trouve que, en gros, par hasard, moi, je suis originaire, enfin, ma famille est originaire d'ici, donc c'est dans le Limousin que je suis. Mais il me semble que, encore une fois, n'importe quel endroit qui ne serait pas insignifiant pourrait remplir la même fonction. Avoir la même influence comme ça sur le travail de l'écriture et y apporter la même nourriture, quoi. J'ai cette expérience des Alpes maritimes, mais finalement j'ai d'autres textes où il n'est pas du tout question de la Creuse. Mon tout premier texte n'était pas du tout question de la Creuse, mais il était question de la baie de Somme. Et c'est pareil, la baie de Somme, c'est un endroit complètement incroyable et très exigeant finalement, qui requiert à la fois une attention extrême à sa subtilité et à sa discrétion et à son silence, qui est très limousin, ça,
et évidemment une attention extrême à soi-même et à ce qui peut éventuellement surgir, quoi. Voilà, donc je crois qu'il suffit au fond qu'il y ait un lieu un peu exigeant pour que les conditions soient réunies. Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est pas évidemment une généralité. Donc la Creuse est un lieu exigeant pour vous. Ah oui, oui. Alors en tout cas, dans toutes vos pages, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dit aussi, c'est que, alors c'est géolocalisé, admettons, mais il y a aussi de grands passages, comme vous avez lu, qui sont simplement la nature, quoi. Et enfin, votre Vézère, je la connais en Aveyron, voilà. Et donc ça reste quand même un grand thème d'inspiration. Oui. Oui, et puis surtout quand plus on habite dans un lieu urbanisé et stressant, comme moi par exemple, Ouais. plus ça devient, on se libère dans des lieux comme ça, je pense. Ouais. Bien écoutez, peut-être si vous avez quelques questions à... Oui, oui, oui. D'exil, on la retrouve, qui est terrible et qui peut être à la fois double tranchant, comme fermé complètement, et peut ressortir aussi que ce qu'on peut appeler ça peut se produire partout, c'est la personne qui s'en va de son pays, où elle a vécu une éducation, où elle a vécu des souvenirs, où elle a vécu toute je dirais une panoplie féerique qu'on peut retrouver dans tous les pays, et qui finalement se retrouve parachuté dans un autre monde. Et dans cet autre monde, finalement, on s'aperçoit que petit à petit, on revient toujours aux sources. C'est-à-dire qu'on revient aux sources, pourquoi? Parce qu'on y a vécu, parce qu'on y a grandi, parce qu'on a vécu plein de choses. Sauf qu'au niveau économique, finalement, on est obligé à un moment donné de partir. Et on part, mais en même temps, on se retrouve dans un autre type éducatif, c'est en ce sens que c'est sociologique. C'est en ce sens que l'histoire de Éric Roy est assez intéressante, et c'est bien que ça se passe en même temps, parce qu'on retrouve un urbanisme féroce, avec une ville féroce, parce que Marseille est une ville féroce, qui n'a rien à voir avec ici, où chacun est un loup pour l'autre, où les gens finalement, sous couvert de lieux de rencontre, sous couvert d'amitié, ne sont pas amis du tout. Et justement, le fait que ce veilleur de nuit se retrouve finalement un peu par rapport à l'économique, par rapport à une rencontre avec un autre éditeur, tout ça se passe ici, c'est très intéressant. Parce que finalement, moi je ne connais pas du tout la région, mais il doit y avoir des veilleurs de nuit. Il doit certainement y avoir des centres, il doit certainement aussi y avoir des jeunes qui sont dans les centres, et il doit y avoir aussi des rapports à la nuit. Et ces rapports à la nuit, ce que j'ai entendu par rapport à vous, on les retrouve finalement le jour par rapport à des personnes, comme toute personne qu'on pourrait appeler exilée, et finalement se retrouve déchirée. Je veux dire, des fois, on se retrouve même au niveau éducatif, dans des sacerdoces terribles, où justement, le fond du problème, c'est la reconstitution d'une identité. Et ces jeunes qui se retrouvent dans des centres, dans des villes comme Marseille, qui sont, et ça je n'invente pas, qu'on pourrait comparer à des villes comme le Brésil, hein, parce que c'est terrible, il y a des favelas qui sont peut-être même plus pires qu'au Brésil. Et on retrouve ces gens déchirés, et finalement, on retrouve un peu tout ça. Donc ce qui est intéressant de savoir, par exemple, comme un pays comme l'Ardèche, par exemple, que font les veilleurs de nuit. Qu'est-ce qui se passe dans les centres? Au niveau éducatif, ça donne quoi? On fait quoi dans tous ces pays, dans tous les pays du monde, de tous ces jeunes, je dirais à la limite paumés, sans lettres, bon, ça voudrait tout dire, paumés. Et en même temps, on se retrouve coincé dans un pays qui n'est pas forcément le nôtre, où on se retrouve là parce qu'on a besoin d'écouter, et on perd
Donc finalement, c'est pas une question, c'est Alors, un complément. Justement, ma question essentielle, c'est comment est-ce qu'à travers justement le roman, on peut faire passer tout ce phénomène et où on peut faire passer justement tout ce rapport à l'éducatif, et justement au sociologique, je dirais même à l'ethnologique. C'est-à-dire pourquoi écrire finalement? Parce qu'il y a des gens qui restent silencieux, qui veulent rien dire, qui ne veulent pas parler. C'est-à-dire quand des enfants leur posent la question, oui mais tu as fait quoi? Mais tu étais où? Mais raconte-moi, ils ne veulent pas raconter. Et du coup, quel est le processus qui se passe quand justement on écrit ça? Pourquoi pour l'écrire? Pour quelle raison? Pour laisser une trace? Pour la nostalgie? Ça, c'est quand même une question immense. C'est immense. Voilà. Et mais moi, c'est ce que j'ai un peu ressenti à travers. D'accord, à travers ce que vous ont dit les auteurs. Voilà, c'est-à-dire la question justement de je dois raconter ou je dois pas raconter. Vous avez envie d'y répondre brièvement? Je dois rester silencieux ou non? Parce que non, mais vous avez... Je peux répondre, mais Stéphane, c'est mon collègue de travail. D'accord. je suis meilleur de Donc, oui, pourquoi moi j'écris et pourquoi toi t'écris pas? Oui, moi j'écris pas, par exemple. Je sais pas. Tu pourrais, hein? Je sais pas. Moi, c'est une question un peu complexe et assez vaste. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va peut-être conclure cette partie de la soirée. Vous allez pouvoir retrouver les trois auteurs autour d'un verre. Il y a aussi une séance de dédicace. Vous pouvez échanger avec eux de manière plus informelle si vous le souhaitez. Nous vous remercions beaucoup. Merci.